Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le point sur ce que l'on sait du futur MMO de Riot Games, le développement du lore, le monde de Runeterra, les races, les classes, bref toutes les infos en ce début de 2023, avec un post bien sûr sur mon site qui aura pour but de se maintenir à jour avec l'arrivée de ce MMO dans quelques années. Si ce genre de news vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et liker, ça m'aide énormément. Sur ce, c'est parti! Alors que sait-on du prochain MMO de Riot Games? Si vous êtes un passionné de MMO, vous en avez sûrement entendu parler, Riot Games étend sa franchise League of Legends à un autre format, un jeu de rôle massivement multijoueur. Initialement, la franchise de League of Legends avait évolué vers plusieurs types de jeux, notamment le jeu de bataille Legend of Runeterra, un jeu de cartes à collectionner avec une série Netflix à grand succès qui s'appelle Arcane. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, elle est sur Netflix, elle est juste excellente. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là au moment où je l'avais sortie, tellement j'avais adoré cette première série. Alors, quelles sont les bases de l'univers de Runeterra? Riot n'a pas encore officiellement confirmé si leur nouveau titre de MMO League of Legends sera basé dans le monde de Runeterra, qui avait été développé, comme je vous ai dit, dans son jeu de cartes Legend of Runeterra. Néanmoins, étant donné la manière dont ils ont développé les intrigues de l'univers de la série Arcane et les vidéos de lore du personnage de LoL, ce serait étonnant de les emmener dans un univers évidemment différent. On peut d'ailleurs découvrir de nombreux éléments de l'univers de Runeterra grâce à la playlist de leur YouTube officiel qui s'appelle Tales of Runeterra. Ce sont des courts-métrages de qualité qui offrent un riche contexte pour se plonger dans l'univers du jeu. Ce type de vidéo a débuté avec la vidéo qui s'appelle Don't Mess with a Yorgle il y a 2 ans et depuis ils ont enchaîné les courts-métrages. Quand vous êtes dans l'article, c'est à ce niveau-là, vous cliquez sur Tales of Runeterra et ça vous emmènera directement sur la bonne playlist et vous verrez à droite dans la playlist tous ceux qui sont intitulés Tales of Runeterra. Alors il y a plein d'autres vidéos qui donnent du contexte et du lore aussi, mais celles-ci je trouve sont vraiment celles qui marquent le début pour moi du développement du MMO. Ça correspond à peu près aux annonces qui nous avaient été fournies un peu officiellement et les vidéos sont d'une qualité insane. Au-delà des petites histoires qu'elle raconte sur des personnages ici et là, on a vraiment du coup un contexte de décor, on peut vraiment s'immerger comme ça dans l'immensité du monde de Runeterra et les différents types de civilisations qui existent en fait dans cet univers. Le jeu sera-t-il en abonnement, un petit peu comme ce qu'on a sur World of Warcraft, ou alors en free-to-play? Alors malheureusement, il n'y a pas encore de réponse à cette question, en tout cas pas de réponse officielle, mais il y a Greg Street, qu'on l'a connu sur WoW, pour vous souvenir, c'était Ghost Crawler, qui est passé responsable des MMO de Riot. Il a donné un aperçu général de l'approche du jeu et a indiqué que Riot prévoit de financer le projet à l'aide de cosmétiques similaire à d'autres jeux populaires tels que League of Legends, Valorant et TFT. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que Riot Games est connu pour leur business model qui n'est pas vraiment orienté vers le pay to win. Et d'ailleurs, Greg a également fait savoir qu'il ne soutient pas des modèles d'abonnement qui imposent une pression excessive sur les joueurs pour jouer en permanence. De plus, il a rassuré les joueurs en affirmant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des fonctionnalités pay to win, comme on l'a dit, peu importe le modèle de MMO choisi. Donc d'après ces déclarations, on peut quand même s'imaginer qu'on sera plutôt sur un modèle free-to-play avec du cosmétique à acheter, de la transmo, des choses comme ça, des skins, peut-être du oozing, je ne sais pas, ils n'ont pas parlé de oozing encore, mais peut-être du oozing avec des objets qu'on pourrait acheter pour décorer sa maison qui peut-être vont coûter quelque chose. Mais en tout cas, je pense que ce ne sera pas des choses qui influencent le gameplay de votre personnage ou qui devraient vous donner un avantage compétitif. Alors à quoi ressemble l'univers de Runeterra? Eh bien, nous avons une carte d'une qualité extrêmement bonne. Encore une fois, sur l'article ici, vous cliquez sur la carte et vous allez arriver sur cette carte qui est la carte de Runeterra, donc du jeu de cartes a priori, mais ça sera, je pense, évidemment la carte qui est utilisée pour le jeu. Alors il y a du son même sur la carte, on va couper le son. Voilà. Et quand vous allez zoomer un petit peu sur la carte, alors vous pourrez remarquer en fait qu'il y a énormément de détails sur les différentes petites villes, les différents petits événements. Certains sont déjà beaucoup travaillés en termes de lore et d'images, des différents PNJ qu'on peut trouver, on peut se faire une petite idée comme ça visuelle des différentes zones. Alors c'est un petit peu abstrait pour pas mal de zones, mais ça vous donne quand même une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler cette zone là. Alors après, est-ce qu'ils arriveront à faire, parce que là, les territoires sont tellement énormes que évidemment je ne pense qu'ils vont pas être en capacité de tout sortir, même si le MMO sort dans 5, 6, 7 ans. Je pense que c'est impossible de sortir l'intégralité de cette carte d'un seul coup. Chaque carte est énorme et juste monstrueuse. Vous avez des villes, alors quand vous regardez un petit peu la série Arcane qui se passe ici à Piltover et Zone,
on remarque que la ville est quand même immense. En tout cas, dans la série, elle donne quand même une grande impression d'immensité. Donc, rien que modéliser des villes comme ça, entières à l'échelle, pour vraiment avoir un sentiment d'arriver dans une grande ville et de pouvoir la visiter, etc., ça demande un travail fantastique. Alors, peut-être que avec les intelligences artificielles, des choses comme ça, maintenant, on va être en capacité d'avoir du décor à foison et beaucoup plus travaillé et des zones beaucoup plus rapidement qui vont être modélisées par des intelligences artificielles. Donc peut-être que tout ça va accélérer le développement de ce type de jeu. Néanmoins, dans l'état actuel des choses, telles que on les connaît sur les MMO d'aujourd'hui, faire des zones aussi grandes avec des différentes villes, comme ici on a le Immortal Bastion, en plus de Piltover et Zone, ce serait pour être la première carte, le premier continent ici avec Demacia, Felger, Noxus et Piltover et Zone. Je le verrai bien ici en première zone, qui est probablement une des zones les plus détaillées quand vous suivez un petit peu les différentes vidéos que je vous ai montées précédemment. Ça se passe principalement avec la série Arcane ici, dans cette zone-là. C'est là où on a vraiment le plus de lore. Alors on n'a pas que ici, mais c'est vraiment concentré, je trouve, dans ces zones-là. Et on voit que quand on navigue un petit peu, vraiment c'est immense, c'est très 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 grand. Et il y a vraiment de quoi faire uniquement avec cette zone-là. Déjà, ça dépasserait en termes de taille probablement ce qu'on a connu en termes de map sur les MMO actuels. Alors c'est vrai que la carte de WoW est quand même relativement grande, hein. Si on prend toutes les extensions en compte, c'est quand même assez énorme. Mais là déjà pour le coup, il y a quand même quelque chose d'assez insane. Donc comme vous pouvez le voir, quand on survole les différentes villes, ça vous donne une idée aussi des habitants, donc les différentes races qui peuvent être habiter en fait ces villes-là tout simplement. Étant donné que Riot a déjà énormément développé le background de tous ces personnages, je rappelle qu'il y a énormément de champions, on va revenir dessus juste après, mais vous pouvez tout simplement aller voir l'histoire de ces personnages qui sont rattachés en fait à ces villes-là. Vous pouvez lire la biographie, alors évidemment c'est tout en anglais, mais vous avez des biographies comme ça des différents personnages, donc il y a quand même déjà une certaine profondeur à cet univers-là, et j'ai vraiment l'impression que à travers tous les éléments que Riot nous fournit en ce moment, ils essayent de faire le même chemin qu'a fait Blizzard, c'est-à-dire initialement Blizzard a créé un petit jeu avec un petit lore qui était Warcraft, puis après ils ont développé le lore et l'histoire à travers leur jeu Warcraft 2, Warcraft 3, etc. Et par la force des choses et par la force du contenu et de l'immersion des joueurs dans ces différentes extensions, on avait un lore construit de Warcraft, et derrière ils ont pu faire le monde de Warcraft. J'ai l'impression que Riot essaye de faire le même cheminement, la même logique, ce qui demande énormément de temps, énormément de travail, donc c'est pas tout le monde qui est en capacité, hein. On voit plein de MMO qui vont sortir de nulle part, hein. On peut penser par les Ashes of Creation qui va bientôt sortir, on a eu New World qui est sorti, et je pense que New World par exemple, on peut le voir, c'était flagrant, c'est-à-dire que ok c'était un monde bac à sable, etc., mais c'était un peu creux niveau lore, il y avait pas... c'était difficile en fait de se projeter dans le monde et d'avoir une histoire, un background vraiment qui nous inspire, qui nous attire, de s'attacher à son personnage. Là on aura vraiment des races différentes, plein de races différentes, plein d'histoires différentes par rapport à chacune des races, on peut avoir une vraie identité dans le jeu, et je pense que Riot a compris que les joueurs aimaient vraiment comme ça ce côté identitaire, ce côté lore, et avaient envie de se raconter une histoire quand ils allaient jouer à un MMO, pas juste faire évoluer un personnage, c'était vraiment faire évoluer un personnage, mais un personnage qui a un background, et j'ai l'impression que Riot met vraiment ça en place, vraiment ça en action, et prend le temps de le faire. Je pense qu'aucune compagnie aujourd'hui qui développe des MMO n'a pris autant de temps au développement du background et a mis autant de moyens dans le développement du background, que ce soit à travers tous les éléments, tous les détails, toutes les informations qu'on récupère sur tous les personnages du jeu, mais également à travers la série Arcane et les différents jeux qu'ils sont en train de construire. Je soupçonne même le jeu de cartes Legend of Runeterra est tout simplement un support pour le futur MMO qui leur permet de commencer à préparer des choses comme la carte par exemple, et de l'avoir une carte interactive, etc. J'ai vraiment l'impression qu'ils utilisent ce jeu comme un support pour le futur MMO. Voilà, donc évidemment il n'y a eu aucune confirmation on va dire officielle sur l'utilisation de cette carte là, mais ça me paraît un peu bizarre qu'ils utiliseraient une autre carte. À mon avis, il y aura de quoi faire plusieurs extensions avec ces cartes-là. On va pas avoir l'intégralité de toutes les zones qui vont sortir d'un coup, mais pourquoi pas la zone principale, puis après différentes extensions qui pourront arriver et se greffer au fur et à mesure du temps. Ensuite, quelles sont les classes potentielles du MMO de League of Legends? Alors c'est assez simple pour répondre à cette question, puisque League of Legends a la chance d'avoir évidemment un jeu déjà fonctionnel, où on a déjà des types de classes qui sont définis, à savoir sur leur site les assassins, les combattants, les mages, les tireurs, les supports et les tanks. On a des sous-catégories évidemment à ce niveau-là, puisque après on va avoir différents types d'assassins, etc.
mais je pense que ça donne quand même les grandes lignes. Voilà les classes que j'ai citées, je pense que ça sera les tanks qu'on pourra éventuellement retrouver dans le MMO de Riot Games. Quelles sont les races qui vont exister dans le MMO de Riot? Donc là encore une fois, rien d'officiel, mais on peut se baser sur le lore de Runeterra, les différentes vidéos, la série Arcane, et on retrouve pour l'instant les humains, les Vastaya, les Yordle, hein, je vous mets des petites images ici, vous les voyez pas en grand, mais vous les aurez dans l'article, les Minotaurs, les Ascended, les Célestiaux et les Spectres. Encore une fois, la liste va sûrement évoluer sur le site internet, ça bougera pas dans la vidéo, mais sur le site ça évoluera. Peut-être que je ferai une mise à jour l'année prochaine, parce qu'à mon avis ça va pas trop bouger cette année. Bon, on sait jamais, hein, mais vous allez voir, on va reparler un petit peu de la date de sortie un petit peu plus loin. Ensuite, il a été posé la question à Greg Street, quelles sont les activités endgame? Il a tout simplement répondu que pour ceux qui le connaissent, hein, notamment par rapport à ce qu'il a fait sur WoW, eh bien il adorait les donjons et les raids en tant que joueur, donc ça sous-entend qu'on aura évidemment des donjons et des raids, mais bon, ça je pense que vous vous en doutiez, rien d'incroyable dans un MMO. Moi je pense qu'il va nous surprendre, ça sera vraiment le chara design, la qualité des différents raids, les mécaniques, etc., qui seront à mon avis pixels, connaissant la qualité du travail qu'ils sont capables de faire dans les différents jeux, que ce soit dans des domaines complètement différents comme celui de League of Legends, de passer de League of Legends à Valorant et de faire un jeu extrêmement qualitatif, réactif comme peut l'être Counter-Strike, et dans un domaine complètement différent donc de ce qu'ils font d'habitude, mais pourtant être extrêmement qualitatif. Et là je pense que quand ils vont partir sur un MMO, à mon avis ça sera également extrêmement qualitatif. Donc c'est surtout à ce niveau là qu'à mon avis, en plus du lore, où ils vont être très très bons. Alors qui travaille dans le MMO de Riot Games, donc ils ont recruté énormément de développeurs, donc j'ai pas forcément une liste très précise, mais en plus de Greg Street, donc Ghostcrawler, on a Matthews Tomakisvix, je sais pas si j'ai bien prononcé, le chef designer de quête de Witcher 3 et Cyberpunk. J'ai voulu le mettre dans cet article parce que c'est vraiment deux jeux que j'ai terminé, donc Witcher 3 avec toutes les extensions, également plus Cyberpunk que j'ai fait récemment. J'ai même très envie de faire une vidéo dessus parce que si vous n'y avez pas joué, on était quand même resté vraiment de manière assez importante sur la critique très négative de Cyberpunk avec tous les bugs, etc. Sachez-le, les bugs sont corrigés et le jeu est vraiment excellent. Et d'ailleurs, il y a la dernière mise à jour de Nvidia en plus, dont je pourrais parler également, avec de l'intelligence artificielle qui fait que vous avez un gain de performance au niveau des images par seconde qui vous rend le jeu très fluide, beaucoup plus fluide qu'avant, alors que Cyberpunk n'a pas forcément fait de mise à jour en plus de ça, mais l'un dans l'autre, la correction des bugs plus les améliorations graphiques grâce à Nvidia rend le jeu en ultra vraiment très agréable, assez beau. Mais bon voilà, je vais pas forcément rentrer en plus en détail dans Cyberpunk parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais au niveau en tout cas de l'histoire de Witcher 3 et Cyberpunk, ce qui est hyper intéressant, c'est la manière dont sont construites les différentes quêtes qui sont très la manière dont les quêtes sont faites, et on accroche extrêmement bien à l'histoire. Enfin Witcher 3, moi j'ai adoré suivre l'histoire, ça se joue comme un livre. Pareil Cyberpunk, on peut vraiment suivre l'histoire, accrocher, aller jusqu'au bout. En plus on a des éléments aléatoires, etc. Alors c'est difficile de faire des choses comme ça dans un MMO, mais en tout cas au niveau des quêtes, c'est quand même, la narration est quand même très réussie, je trouve. En plus de ça, on a Mark Yeter, c'est un ancien directeur de gameplay de League of Legends, donc c'est celui qui s'occupait de l'équilibrage des champions, donc il y en a plus de 150 aujourd'hui, donc autant vous dire que c'est pas mission impossible, mais pas loin, hein. Je pense que aujourd'hui, le seul moyen qu'on aurait éventuellement d'équilibrer à la perfection un jeu comme celui-ci, hein, comme par exemple les arènes de WoW, mais bon ça c'est un autre débat, ça serait que ce soit réglé par des intelligences artificielles qui ont l'intégralité de toutes les données et qui font des équilibrages quasiment en temps réel, j'ai envie de dire. Mais humainement, ça me paraît assez peu probable d'avoir un équilibrage parfait. C'est pour ça que depuis des années, quand on fait du multi, que ce soit sur Overwatch, sur n'importe quel jeu compétitif, où vous avez un système de classes, MMO ou non, en général, on va mettre en place ce qu'on appelle une méta, c'est-à-dire on va faire une méta avec des classes qui performent un peu mieux, et puis après, chaque saison, hop, on va faire tourner un petit peu la méta, améliorer, réduire un peu certains héros, comme ça, on peut faire tourner, et ça rend le jeu, du coup, un peu plus diversifié d'une saison à l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui risque de se passer dans le MMO de Riot, c'est-à-dire que, forcément, il y aura des équilibrages à faire, et cette personne-là sera la personne qui va s'occuper de ça. Parce que autant c'est pas toujours évident d'équilibrer le PvE, mais il y aura également du PvP dans ce MMO, donc ça promet d'être pas évident à équilibrer tout ça. Quel sera le style de jeu du MMO de Riot? Alors, est-ce que ça sera du coup une vue à la troisième personne? Est-ce que ça sera de type RTS, un petit peu comme League of Legends, où on a une vue de dessus du personnage, on peut le contrôler, etc.
Je crois qu'ils avaient dit qu'on serait déçus quand... Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui seraient déçus. Alors, il n'a pas précisé quel joueur serait déçu. Est-ce que c'est les joueurs de League of Legends? Est-ce que c'est certains joueurs? Moi, je pense qu'ils ont dit ça pour les fans de League of Legends. Peut-être qu'ils auraient eu envie d'avoir une vue un petit peu comme dans League of Legends pour jouer à ce MMO. Moi je pense qu'ils vont faire le choix d'avoir une vue un petit peu comme dans World of Warcraft, c'est-à-dire une vue à la troisième personne où on est immergé véritablement dans le monde et on va partir à la découverte du monde de Riot Runeterra, pour la simple raison que ça donne une bien meilleure immersion qu'un jeu vraiment vu de dessus, comme un hack and slash comme Diablo par exemple, comme League of Legends ou autre. Enfin c'est vraiment voilà, une vue de dessus, on est un peu à l'extérieur et on contrôle un avatar. Là c'est vraiment on est l'avatar et on le déplace, on le contrôle, et ça donne une meilleure immersion. Donc je pense que c'est plutôt à ce niveau-là, plutôt ce style-là qui sera utilisé dans le MMO de Riot. Et pour finir, évidemment, quelle est la date de sortie du MMO de League of Legends? Donc Nicolo Laurent, le PDG de Riot Games, nous a fait une annonce de sortie probable pour le 20e anniversaire de League of Legends, soit une sortie prévue en 2029, hein, donc du coup ça fait encore 7 ans à attendre. Vous aviez l'annonce ici qui date du 10 décembre, donc on a l'impression que ça fait loin, mais je pense que c'est une astuce qui prend un petit peu à revers ce que font les autres, les erreurs que font les autres comme New World, hein. Souvenez-vous, ils ont annoncé une date et ils ont repoussé le développement d'un an, ce qui a fait une très mauvaise image à Amazon Game Studio, et qui en plus le jeu était pas forcément insane à sa sortie. Alors il a cartonné sur la sortie New World, on va pas se mentir, mais très rapidement il s'est essoufflé au bout de 3-4 mois. Ils avaient perdu plus de 50% de leurs joueurs parce que ça manquait de endgame, etc. Ça manquait de préparation. Et donc moi je pense qu'en faisant cette annonce là, il se donne du coup une deadline hyper loin. Pour ça, il crée de la hype un petit peu lointaine en disant ok, on va vous faire un MMO de malade, ça sera en 2029. Donc voilà, nous on recrute des développeurs, hein. D'ailleurs ils ont une page officielle pour recruter leurs développeurs actuellement active. Ils travaillent un petit peu en sous-marin, ils développent le lore, et si jamais ils veulent le sortir en avance, et il n'y a absolument rien qui les empêche, ça sera plutôt une bonne nouvelle, avec, d'après leurs calculs, je pense, la certitude de terminer le MMO pour 2029 dans tous les cas. Donc franchement, si on prend en compte le développement du lore, qu'on est en train de suivre, toutes les informations qu'on commence à recevoir autour de leur futur MMO, moi je pense qu'une bêta, une version bêta autour de 2025-2026 me semble pas du tout improbable. Bref, dans tous les cas, je vous tiens au courant dans cet article. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine news, nous allons parler de Diablo 4 qui approche à grands pas. Je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris de ce que j'ai pu découvrir des premiers retours de l'alpha. Sur ce, à la prochaine vidéo. Salut à tous, salut la guilde, ciao!